J'ai commencé à travailler sur les relations école-musée quand j'étais au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, et donc j'ai observé beaucoup de visites scolaires dans les musées. Et autour de ces visites scolaires, les enseignants me disaient qu'ils voulaient former les visiteurs, qu'ils voulaient faire en sorte que ces visites permettent aux élèves de revenir au musée. Quand on regarde les travaux des sociologues, on se rend compte que finalement les visites scolaires ne modifient pas le profil des visiteurs et que finalement, durant ces sorties au musée, il n'y a peut-être pas de formation du visiteur qui s'opère. Pour répondre à ce constat, on a mis en place une recherche qui confronte deux contextes de visite, des visites scolaires et des visites familiales, dans 3 lieux muséaux différents du Nord, donc au LAM, le musée d'art moderne, au musée d'histoire naturelle de Lille et un lieu culturel un peu particulier qui est le Forum des sciences à Villeneuve-d'Ascq. Les données sont très variables et très importantes. On a diffusé des questionnaires d'abord auprès des enseignants. On a ensuite diffusé aussi des questionnaires auprès des élèves. On a aussi, et c'était l'originalité de cette recherche, diffusé des questionnaires auprès des parents, des familles et des parents qui accompagnaient dans le cadre scolaire. Et puis des données beaucoup plus singulières, c'est-à-dire que nous avons filmé donc à peu près 3 visites scolaires par musée, 3 visites familiales aussi par musée, donc ce qui nous donne beaucoup d'heures de films et qui nous ont permis d'observer de façon plus fine finalement ce qui se passait dans ces expériences muséales, ces expériences de visite. Dans les vidéos, on a fait un choix méthodologique relativement original puisque nous filmons à la fois toutes ces visites en plan large et en même temps d'équiper un enfant d'une petite caméra. Dans les premières études qui datent des années 2000, j'avais mis en évidence que les contenus muséaux n'étaient pas travaillés dans les visites scolaires au musée. On rentrait et on partait de ce principe-là que finalement c'était facile de visiter l'exposition. Ce que j'avais mis en place, c'était de travailler de manière très explicite sur qu'est-ce que c'est qu'un visiteur, qu'est-ce que c'est qu'une exposition, qu'est-ce que je fais en tant que visiteur dans une exposition. Et de manière très explicite, quand on travaille avec les élèves là-dessus, ça fonctionne bien. Ils s'emparent de l'exposition, ils s'emparent du lieu. Sauf que dans les visites scolaires quotidiennes, c'est pas ce dont il est question. Et effectivement, quand on vient au musée, on veut travailler aussi des contenus scientifiques, des contenus proposés par l'exposition. Et donc nous, dans cette recherche-là, on a essayé de regarder précisément ce qui se jouait autour de ces contenus-là. Quand on travaille sur des contenus scientifiques, quels sont les contenus muséaux qui traversent ces moments-là, ces situations? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves durant ces visites? L'analyse des contenus est très riche et ça nous a permis d'identifier la façon dont parfois les enfants, en étant accueillis dans le cadre scolaire, pouvaient reconstruire à travers le discours du guide l'idée de musée. Alors par exemple, lorsque l'on est au LAM, le guide est avec un groupe d'enfants qui ont entre 3 ans et demi et 4 ans au moment de la visite et il les amène à construire une idée de ce que c'est ce musée. Donc il les fait observer qu'autour de la salle, il y a des tableaux, que ces tableaux sont très anciens et pour marquer cette distance, il renvoie à l'âge des grands-parents. Regardez, il y a des tableaux avec des drôles de personnages qui sont dans des cadres. Donc il faudra faire très attention quand on va se promener dans le musée, c'est que ces cadres, on n'a pas le droit de les toucher. Est-ce que vous savez pourquoi ? Ah, ça peut tomber. Et aussi, ils sont vieux. Ils ont plus de 100 ans. Ça veut dire que c'est plus vieux que vos papiers et vos mamies. Et puis, un peu plus loin dans les vidéos, on peut aussi observer la façon dont certains codes de visite vont être amenés. Donc, on est dans un lieu où on ne parle pas très fort. On est dans un lieu où on déambule d'une certaine façon. On ne court pas. On ne touche pas les murs. À un moment donné, on entend une guide nous dire que les murs doivent rester blancs après le passage des enfants. Donc on ne touche pas les objets qui sont exposés, on ne touche pas les murs et il y a une façon plutôt calme de pouvoir se déplacer. Je vais vous montrer une œuvre qui va peut-être vous ouvrir les yeux. Suivez-moi. On ne touche pas, parce que quelquefois on va être le premier. On ne touche pas même quand on pense ça c'est pas une œuvre d'art, c'est un socle. Non, on ne touche à rien, on reste à distance. Et voilà.
Mais il n'y a pas les premiers ici. Il n'y a personne premier, c'est moi la première parce que je montre le chemin. Et les autres, vous avez bien vu que tout le monde est assis dans une salle au même endroit à peu près. Donc il n'y a pas une belle et une mauvaise place. Donc essayez de ne pas vous bousculer parce que si on ne fait pas exprès, peut-être, hein, d'accord? Faites attention de ne pas toucher. Suivez-moi. Et les murs restent blancs. Hein? Asseyez-vous là. On voit des moments très très intéressants dans nos films où les guides sont en mesure à un moment de parler du lieu et de parler de l'acte de visite. Au LAM, par exemple, on a une très très belle introduction, très intéressante, où la guide va expliquer ce qui se passe autour des élèves. C'est un lieu dynamique. Aujourd'hui, les œuvres sont organisées de cette manière-là, mais la semaine dernière ou le mois précédent, les œuvres étaient mises en place autrement parce qu'on racontait autre chose. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder autour de nous, on va interroger le lieu. Les œuvres qu'on voit, ça change quelquefois. Quelquefois, on met ce tableau-là, quelquefois on le met là, quelquefois on le met là, donc ça change régulièrement. Donc si vous venez, il ne faut pas croire « Ah, j'ai déjà vu, j'ai déjà été au LAM voilà, non, on n'a jamais tout vu. Il y a tellement de choses et en plus, on continue à acheter des œuvres. Et quand elle fait ça, elle place le visiteur dans une démarche d'interprétation du lieu, dans un lieu qui est dynamique, dans un lieu qui bouge, qui raconte des choses qui vont se transformer au fur et à mesure du temps. Donc on a des moments comme ça, très intéressants, qui disent le lieu et qui placent le visiteur comme visiteur. Certes, vous êtes élève, mais moi je vous accueille comme visiteur pour telle et telle raison. Et puis il y a d'autres visites où ça se fait moins, où ça se fait pas du tout, et on va rentrer dans les contenus comme si ces contenus étaient finalement en lien avec les savoirs scolaires et sans prendre en compte le média spécifique qu'est le musée et surtout le média spécifique qu'est l'exposition. Et donc on rentre et on exploite ce lieu-là sans dire de quelle manière on l'exploite. Et on va donner finalement les conclusions auxquelles on veut arriver sans parler de cet outil qu'on a exploité. On se rend compte que dans le cadre des visites scolaires, non seulement on a donc un temps long, mais on a aussi un discours qui finalement est assez descriptif et qui amène à construire le sens de l'œuvre. Il y a assez peu de place pour l'expression du goût, l'expression des émotions. Dis-moi, quelle couleur? Et le noir, et là, il est où le noir souvent? Oui, c'est ça, c'est le trait noir. Le trait noir, on le retrouve, les couleurs marron, oui, voilà. Ils sont faits de la même sorte, enfin, je veux dire, ils sont géométriques, tous les deux. Tu en connais un vocabulaire. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, ça? Explique ce que c'est. Géométrique, tu as raison, mais c'est quoi? En fait, les dessins, ils sont faits avec des formes. Comme ça, des formes. Moi aussi, je suis une forme. Non? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui? Mais oui, mais qu'est-ce que c'est pas... Il faut expliquer. Dans le cadre des visites familiales, au contraire, on entre par le goût, parce qu'on est happé, parce que l'enfant est intéressé, et finalement on peut rester sur un discours qui n'est que celui de l'expression du goût, de l'expression du plaisir qui est ressenti face à une œuvre, de l'originalité de l'œuvre, qui peut d'ailleurs aussi ne pas plaire nécessairement, mais on va être sur cette première impression face à l'œuvre. Un autre élément très contrastant entre les deux, c'est que les visites familiales, pour le coup, elles mobilisent beaucoup les écrits dans les musées. Alors que dans le cadre des visites scolaires, on se rend compte que les guides attirent très peu l'attention sur le cartel, très peu aussi l'attention sur les textes qui sont écrits et qui finalement construisent aussi un parcours de visite pour tout visiteur. Et donc là, on se rend compte que les deux visites finalement sont très complémentaires et que l'enfant apprend beaucoup plus à déambuler peut-être dans le musée avec la famille et en même temps, il apprend un discours beaucoup plus construit, à mobiliser des savoirs très différents quand il est dans le cadre des visites scolaires. À côté de ces contenus dont on pourrait se dire que c'est là où on pouvait observer une certaine formation du visiteur, où l'enfant est accueilli comme le visiteur de ces lieux-là, on peut relever d'autres contenus. Et en particulier, ce qui est très intéressant dans le cadre des visites scolaires, ce sont les contenus qui renvoient à la sphère scolaire. Donc là encore, au LAM,
on observe une situation très intéressante où le guide va les amener à identifier des formes géométriques qu'ils sont censés reconnaître. Et puis progressivement, il va aussi les amener vers une forme plus originale et il apporte un terme que les enfants sont censés apprendre à ce moment-là, qui est le mot ovale. Un carré, un rectangle, un rond. Et là, le pointu, c'est quoi? Un triangle. Il y a aussi un triangle. Et là, c'est un petit peu plus dur. Vous savez comment ça s'appelle? Comme un œil. Comme un œuf. Ça s'appelle ovale. Donc il y a plein de formes dans la peinture. Et ce mot-là est très intéressant parce que quand on continue à observer la suite de la visite, on se rend compte que le guide va revenir sur ce terme-là, revenir sur la forme ovale qui permet de décrire aussi les autres tableaux. C'est particulièrement intéressant d'observer cela parce que ça montre à quel point le musée se situe aussi dans la continuité des savoirs scolaires. On ne l'observera pas dans les visites familiales, où là, finalement, on accueille tout ce que l'enfant peut tenir comme propos autour des objets qui sont exposés. Donc ici, on voit à quel point la visite scolaire se situe dans la continuité de la construction des savoirs apportés par l'école, mais aussi les enrichit. C'est-à-dire que le musée va permettre la rencontre avec des objets qui n'entrent pas facilement en classe, et va permettre aussi d'enrichir le vocabulaire, d'enrichir des formes de discours sur les œuvres avec parfois des termes un peu plus techniques, des façons d'observer les œuvres ou un discours sur les œuvres qui n'est pas forcément celui que l'on va pouvoir observer en classe. On peut aussi remarquer dans le cadre des visites scolaires que le choix des œuvres est très peu laissé aux élèves, pour ne pas dire jamais laissé aux élèves. Alors que précisément dans le cadre des visites familiales, on peut tout à fait avoir un enfant qui se sert du tableau qui est représenté sur le billet d'entrée et tout le parcours s'organise autour de chercher ce tableau-là, donc une espèce de chasse au tableau à l'intérieur du musée. Et c'est ça qui va motiver finalement les déplacements et les discours et ce que l'on va observer tout autour. On va regarder les tableaux. Celui qu'on a. Tu veux trouver le même que celui-là? Le même que sur le ticket. Eh ben on va chercher alors, il faut bien regarder alors pour le trouver. Hein. Et... C'est possible. En même temps, on ne peut pas dire que les visites scolaires soient absolument figées. Il y a un moment absolument délicieux avec la classe de maternelle au LAM où le guide propose aux enfants de retrouver des lapins. Alors ce sont les lièvres boxeurs, mais pour retrouver ces lapins, ces grands lapins dans le musée, les enfants vont être amenés à traverser quelques couloirs et quelques salles qui amènent à découvrir cette œuvre-là. Et là, on se rend compte que de nouveaux contenus vont pouvoir apparaître, puisque pour décrire cette fois-ci ces grands lapins, peu de termes finalement sont à la disposition des enfants et le guide va leur proposer de mimer pour comprendre que cette situation n'est pas une situation de jeu, mais que ce sont des lièvres boxeurs et tout va passer par le corps des enfants. On a des scènes où on voit certains enfants qui, au lieu d'écouter le guide et de regarder ce que le guide montre, ils sont loin, ils ne voient pas très bien, ils se retournent vers des vitrines et ils commencent à regarder. Là, on peut décoder et dire qu'il s'agit effectivement d'une lecture à un moment, d'un visiteur unique. Il peut appeler son copain, lui montrer quelque chose, mais il peut très vite être rappelé par l'enseignante en disant c'est pas là que ça se passe, c'est de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il voit pas parce qu'il y a tous ses copains devant. Donc, il y a des petits moments comme ça où effectivement, on peut voir l'élève s'échapper du groupe pour devenir un visiteur à part entière et aller vers une construction ou une lecture qui lui est propre. Et donc, ça se décale de l'activité attendue par l'enseignant, mais même de l'activité attendue par le guide. Donc on a des moments comme ça, on a aussi des moments de transition qui sont très intéressants, où la visite est terminée, où le guide a salué les élèves, leur a dit c'est terminé, vous allez reprendre le bus maintenant. Et donc sur ces quelques instants, entre le moment où le guide quitte le groupe
et où le groupe va vers la sortie, on voit les élèves regarder les objets, se montrer les objets, parler des objets. Et donc là, il y a quelque chose d'une lecture du lieu et qui est une lecture du lieu animée par le désir, par l'envie qu'a l'élève à ce moment-là de parler de cette œuvre-là ou de cet objet. Donc là, on a des images au musée d'histoire naturelle qui sont très intéressantes où la visite est officiellement terminée et il se joue des choses très fortes de la rencontre entre l'objet et l'élève. Donc là, on a des attitudes de visiteurs, mais finalement qui ne sont pas accueillies dans un moment scolaire. On a par contre très peu de moments où, dans le cadre des visites scolaires, les élèves sont amenés à regarder seuls. En fait, ils s'emparent de ces moments de transition, mais ils n'ont pas un moment où on leur dit allez voir les œuvres. Et ça fait toute la différence avec les visites familiales où l'élève, l'enfant, va lire le lieu, va regarder, va s'interroger, va observer, va appeler ses parents pour discuter avec eux de cette œuvre-là et puis faire des allers-retours sur ce qui l'intéresse. Les visites familiales et les visites scolaires sont très différentes. Il y a déjà quelque chose, avant même nos observations, on aurait pu le dire, c'est-à-dire qu'une visite scolaire, on sait très bien à quelle heure elle doit se terminer. Et si par exemple le bus a des soucis, arrive en retard, la visite se terminera toujours à la même heure. Donc on sait à quelle heure ils sont censés arriver et on sait à quelle heure ils vont partir. Avec une visite familiale, pas du tout. Ils arrivent et puis on prend le temps à un moment donné et puis quand on a envie de partir, on part. Donc ça, quelque chose qu'on pouvait dire avant. Par contre, ce qu'on a vu, c'est comment ça se jouait à l'intérieur. Et effectivement, dans les visites scolaires, on a un scénario préétabli et on a une déambulation préétablie. On sait qu'on va passer par telle et telle œuvre, telle et telle proposition du musée, et puis on a un discours qui se déplie à travers ça. Dans les visites familiales, pas du tout. On a quelque chose qu'on ne voit jamais dans les visites scolaires, c'est-à-dire des allers-retours. On peut avancer, on peut revenir en arrière, on peut venir voir par plusieurs fois le même objet parce qu'on a envie d'y retourner et la famille va se déplacer ensemble ou alors on a juste l'enfant qui se déplace, mais on fait comme ça des allers-retours. Donc finalement, c'est le désir des personnes de la famille qui va permettre de construire au fur et à mesure l'écriture de la visite, avec une attention toute particulière aux enfants. C'est-à-dire que les enfants de la famille vont être les guides à un moment donné. Pas les guides dans la mesure où ils vont dire ce qu'il y a à voir, mais ils vont dire ce qu'ils veulent voir. Et donc, on va les suivre et les parents vont les suivre au fur et à mesure. On s'arrête sur cet objet parce qu'ils veulent voir cet objet. Et puis, on peut s'arrêter 2 secondes, mais on peut s'arrêter 10 minutes. Personne ne va dire maintenant, allez, il faut passer à autre chose. C'est, regarde, il y a autre chose là-bas, est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux rester? Et donc, ça s'écrit au fur et à mesure du désir de l'enfant. Autant dans le contexte des visites scolaires, le groupe reste un groupe et ne peut pas déambuler dans le musée si on perd quelques éléments. Autant dans la visite familiale, on voit très facilement des enfants poursuivre la visite alors que les parents restent encore face à une œuvre ou inversement, des enfants qui restent et des parents qui quittent. Dans le cadre des visites familiales, le groupe se fait et se défait, alors que dans le cadre des visites scolaires, le groupe est figé d'une certaine façon. Dans une famille, on a une petite fille qui, à un moment, veut aller voir ailleurs. Elle ne sait pas ce qu'elle va aller voir, mais ça y est, elle a fini de regarder cette vitrine-là et elle dit à ses parents, est-ce qu'on peut aller? Ou moi, je vais là et ils la suivent. Donc, le déplacement se fait de cette façon-là, avec des parents qui assurent finalement une sorte de sécurité de l'enfant, puisqu'elle ne sait pas ce qu'elle va découvrir, mais ils sont là avec elle pour l'accompagner. On a aussi, dans des familles, des parents, donc l'enfant et puis les 2 parents, la mère reste à côté de la fillette et puis le père va regarder et revient en disant là-bas il y a des loups, là-bas il y a tel objet, est-ce que tu veux venir voir? Et donc crée quelque chose d'un désir et c'est très rigolo parce que dans cette famille en particulier, la petite fille ne va pas suivre nécessairement les propositions du père et va inscrire autrement sa visite. Le discours se contraste aussi autour des œuvres dans les 2 contextes de visite. On s'aperçoit que le guide interroge beaucoup les élèves, mais finalement il attend une réponse très précise. Et c'est à partir d'éléments très précis qu'il va lui prendre en charge le travail d'interprétation. On ne demande pas aux élèves de construire le sens. Ils amènent des éléments qui permettent
de construire le sens de l'œuvre. Ils sont impliqués, mais en même temps, ils n'ont pas en charge le travail interprétatif. Dans le cadre des visites familiales, c'est assez rare que l'on observe les parents questionner les enfants. Mais les parents vont aussi pouvoir amener quelques éléments de réponse à partir des écrits en particulier qui sont à leur disposition dans le musée. Mais le travail interprétatif sur l'œuvre, finalement, dans un cas comme dans l'autre, est rarement pris en charge par les enfants. J'espère qu'ils sont enfermés. Des gros. Et regarde là en dessous, c'est gros. Il y en a des gros. Et là, c'est une sauterelle feuille. Donc, c'est qu'elles sont. Des gros. Regarde, elle est confondue dans la feuille. Là. Hop là. On les voit pas parce qu'elles sont comme une feuille. Dans les visites scolaires, la visite est déjà écrite en amont et on sait très bien par quelle étape on va passer. Mais pas seulement par quelle étape physique on va passer. C'est-à-dire que même quand un élève prend la parole et dit quelque chose qui n'est pas attendu à ce moment-là, on peut le mettre en attente en disant « ça, on en reparlera tout à l'heure ». C'est-à-dire qu'il y a une temporalité qui précède l'arrivée des élèves et puis le travail des élèves sur place. Certains guides peuvent faire avec cet inattendu-là, mais finalement, on retrouve des choses qu'on voit dans la classe. Il y a une sorte de cours qui est proposé, il y a une sorte de visite qui est proposée avec un scénario. Si les choses arrivent trop tôt, on les met en attente et on sait qu'on rappellera à ce moment-là, ben voilà, là on est devant telle vitrine, qu'est-ce que tu nous as dit tout à l'heure? Et donc on va faire se rencontrer le discours et le lieu tel que ça avait été envisagé. Dans la visite familiale, c'est absolument pas ça. Il n'y a rien qui est envisagé. La seule chose qui est envisagée, c'est que les parents sortent pour que les enfants construisent quelque chose, pour qu'ils construisent quelque chose avec les enfants aussi. Et donc, ils laissent leurs enfants faire et soit ils répondent à leurs questions, soit ils leur posent des questions, soit ils leur montrent des choses à regarder, mais ça s'invente au fur et à mesure du temps. Tu vas où tu veux, c'est papa qui te suit. D'accord? On va où maintenant? On va où maintenant? Bah où tu veux, là, Sachi. On voit une plus grande variété des discours dans les visites familiales. C'est-à-dire que on a des discours qui peuvent être autour d'un questionnement. On arrive devant un objet, on questionne, et ça peut rester sur cette question. On peut essayer de trouver des réponses, on peut en trouver, on peut ne pas en trouver, mais ça peut être de l'émerveillement, ou ça peut être, ça me fait penser à des choses qui sont finalement hors du musée. Ça. So. C'est un moulin aussi. Et ça. C'est un orchestre pour de la musique. Donc il y a ces discours possibles qui vont se construire et pas nécessairement avec une sorte de conclusion qui va être établie. Et ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est qu'on a la possibilité de visites silencieuses. On a une famille, par exemple, qui va visiter le musée dans un silence qui s'installe, mais qui pose aucun problème. Et finalement, on va très très peu se parler. Cette modalité de silence, dans les visites scolaires, on la trouve très peu. Alors que finalement, ça pourrait être intéressant de dire, bon ben voilà, là, vous avancez et puis vous regardez et ça produit des silences ou ça produit des discours, mais ça produit quelque chose qu'on n'a pas envisagé. On est par contre sur un discours permanent dans la visite scolaire. Il y a très peu de moments de pause et ce discours est souvent construit autour de questionnements par le guide et ce questionnement guide la construction d'un discours qui amène à quelque chose qui est l'objet choisi par l'enseignant et par le guide et donc on va vers ça. Qu'il a fait comme peinture, ça représente quoi? La première forme de géométrique qu'on a quand on a un papier et un crayon, ou un papier et un pinceau, qu'est-ce qu'on a comme forme géométrique quand la feuille est blanche? Je vous le dis là, hein, mais j'ai envie de vous réveiller, de vous faire ouvrir les yeux. C'est la forme de quoi? Du rectangle. Oui, mais le rectangle, c'est la forme de quoi? Du crayon? Non, de la feuille. Voilà. Donc
Il y a quelque chose que je trouve aussi très intéressant, c'est que finalement, les questions, elles sont souvent dans le sens du guide vers les élèves. Alors que c'est le guide qui va apporter les réponses. Il donne à penser, mais souvent comme on donne à penser dans des classes, que par ces questions, il va produire des réponses et le contenu va être construit par les élèves. Mais finalement, c'est lui qui le construit par ces questions. Et c'est rare qu'il y ait des moments où les élèves puissent être en position de poser des questions, alors qu'ils en ont plein. Et on le voit dans les visites familiales, ils ont des questions, ils y répondent parfois tout seuls, ils demandent des réponses à leurs parents ou ils n'y répondent pas et peut-être qu'ils y répondront lors d'une autre visite ou en rentrant chez eux. Et là, celui-là. À côté de l'ours. Je vois pas ce que tu montres. Loup à crayon. Les visites familiales et les visites scolaires posent les corps de façon très différente. Dans les visites scolaires, on a des postures qui sont des postures scolaires où l'élève, avant de prendre la parole, va lever la main, va lever le doigt. Tous les élèves sont souvent mis en situation de regarder dans le même sens et de regarder vers le guide et vers l'objet ou la présentation. Et donc il y a une organisation et puis comme on va rester longtemps pour déplier un discours, les élèves vont souvent être assis dans la mesure où c'est possible dans le lieu. Et donc il y a quelque chose qui ressemble à la classe. Certes, on n'est pas assis avec les tables devant, mais on est assis, on demande la parole en levant la main. Dans les visites familiales, les corps vont se déplacer avec beaucoup moins de contraintes. D'abord, on est beaucoup plus dans le mouvement dynamique qu'on peut l'être dans les visites scolaires. Donc on va davantage bouger et même quand on va rester longtemps devant un objet, on ne sait pas qu'on va rester longtemps. On est pris par l'objet et par ce qu'on va dire devant l'objet et donc finalement, on va rester debout. On pourra être fatigué à la fin de la visite, mais il n'y a pas cette prise en compte avant que ça arrive pour ne pas être fatigué, alors asseyons-nous pour regarder. Donc finalement, on va être dans le mouvement et si on est fatigué, alors on va avancer, on va gérer l'espace autrement, mais on ne va pas prendre en compte cette fatigue-là possible, on s'assied, on déplie le discours, on lève la main pour parler. Donc il y a vraiment une façon d'envisager le corps et de voir les corps se mouvoir ou être dans une immobilité beaucoup plus grande dans les visites familiales et dans les visites scolaires. Il y a quelque chose de très intéressant dans la structuration de la recherche. Nous, on a travaillé avec des enseignants, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé sur des enseignants et sur leurs pratiques, on a travaillé avec des enseignants à réfléchir cette relation entre l'école et le musée et à décortiquer ce qui se jouait. Donc, les enseignantes avec lesquelles on a travaillé, au début, avaient un rapport très positif au musée, elles ne seraient pas venues sur cette recherche si ce n'était pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, de voir ces visites, de les décortiquer ensemble, de les analyser, de voir les réponses à nos questionnaires, à quel point ça a modifié leur regard sur leur musée et leur pratique. C'est-à-dire qu'au début, il y avait quelque chose de très valorisé à construire une visite, à la déployer avec un cadre pédagogique très fort, puisqu'elles allaient réutiliser ça dans le cadre de leur cours. Et là, tout d'un coup, elles se rendent compte que rentrer dans un musée pour permettre juste une liberté aux visiteurs que sont leurs élèves va peut-être permettre des choses très différentes de ce qu'elles ont fait jusqu'à présent. Et donc, elles se retirent cette pression-là qui est, il faut absolument tout cadrer, tout envisager pour permettre aux élèves de bénéficier d'une visite qui ressemble à quelque chose qui se fait dans les visites familiales ou dans les visites de tout un chacun au musée. Donc on rentre et puis s'il y a quelque chose qui nous intéresse, on va vers ça. Alors ça surprend après les personnels de musée de voir arriver des classes et de dire alors comment ça se fait que la classe n'est pas tout entière à suivre quelqu'un. Il y a des petits groupes qui vont pouvoir se faire et grâce à ces petits groupes, tout d'un coup on arrive à prendre conscience aussi que la visite est multiple, que les centres d'intérêt sont multiples, que les objets présentés peuvent intéresser certains et pas d'autres. Et donc finalement, remettre au cœur de la visite scolaire cette idée-là de qu'est-ce que c'est que visiter une exposition, qu'est-ce que c'est qu'être visiteur, même au sein d'un groupe familial ou au sein d'un groupe scolaire.
Après une recherche comme celle-ci, se pose la question de la suite. Donc nous, on tient vraiment à conserver le regard croisé entre les didactiques, mais aussi au niveau national à ouvrir le dialogue avec d'autres collègues dans d'autres disciplines de recherche, en particulier en muséologie, mais aussi intégrer des collègues en sociologie et de voir comment nos regards croisés enrichissent nos connaissances par nos différences, mais aussi les points communs qu'il pourrait y avoir. Et puis notre grand projet, mais qui est déjà engagé, et d'ouvrir sur une recherche internationale, en particulier avec les collègues québécois, qui ont une approche très différente de la visite. On voudrait confronter des approches culturelles différentes des visites, à la fois scolaires et familiales.